Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Il y a un an, ils nous ont appris à passer le permis de recruter. Aujourd'hui, ils reviennent et manifestement, ils ont décidé d'ajouter le turbo. Élise Moron et Léo Bernard, les deux pirates du recrutement, ont ressorti leur stylo, ou plutôt leur clavier, pour écrire la suite T-Shaped Recruteur. Salut Élise, salut Léo. Salut Florent. Salut Florent, merci de nous accueillir dans tes magnifiques bureaux. Quel Valmy. Ah bah ouais, quel Valmy. J'ai pas du tout les tiens. J'ai acheté des grands bureaux, donc on est accueillis par Alan. On remercie Alan de nous prêter des locaux. C'est un chouette type, Alan. Ouais, c'est un très très chouette type. Et mais vous aussi, vous êtes deux chouettes types et femmes. Soyons inclusifs. Ouais, soyons inclusifs, qui s'en sort comme il peut. Effectivement, j'ai eu le plaisir de vous avoir déjà sur ce podcast. Léo, ça fait la 3e fois. Élise, la 2e fois. Léo tout seul à une époque où tu étais... Un meilleur épisode. Vraiment un excellent épisode. Il était perdu dans sa vie. Et on s'est eu effectivement au Festival RH première édition pour la première fois pour parler de votre livre, Le permis de recruter. Aujourd'hui, on va parler de la suite, donc. On va aussi parler de recruteurs mutants, de gros hacking, de data, d'éthique, de robots, même de prison, je crois. Bref, ça fait peur. Hein. Bref, de tout ce qui fait le recrutement et qu'en 2025, c'est même plus un métier, quoi. Pour moi, c'est un sport extrême avec vous. Et puis, comme d'hab, avec vous, on va rire un peu. J'espère aussi réfléchir. C'est avec moi qu'avec Élise. Ouais. Et peut-être se dire qu'on n'a jamais vraiment fini d'apprendre à recruter, je pense. Bref. Moi, la première question que j'avais pour l'un ou l'autre, vous débrouillez comme vous voulez, mais en tout cas, pourquoi vous voulez revenir sur ce podcast ? Vous avez un premier livre qui cartonne. On sait tous que vous pouviez prendre votre retraite avec les royalties de ce livre sur une plage RH paradisiaque. Qu'est-ce qui vous a fait replonger ? Ouais, Je prends. En effet, on est devenu billionnaire. Je sais pas si tu as vu, c'était hier Elon Musk qui a passé le cap des 500 milliards. Nous, on est à 1000 milliards. On est les premiers billionnaires de l'histoire grâce à permis de recruter. Grâce à un livre. Donc, en effet, on s'ennuyait. Et donc, on a fait la suite. Non, en vrai, on gagne pas d'argent. Merci de le dire. Donc, achetez notre livre parce qu'on gagne pas d'argent dessus. Ça fait absolument aucun sens. C'est pour ça qu'on a une boîte de formation et de conseils à côté parce que le livre, ça ne rémunère pas. Mais c'est notre don. C'est notre don de nous pour toute une génération de recruteurs, recruteuses, RH et managers qui, grâce à nous, ont accès à un puits de science. Je parle pour moi plus que pour Élise. Et donc, toute la valeur ajoutée qu'on met dans ce livre et dans l'extension dont on va parler. Et donc, on a en effet rempilé pour faire une suite, mais on en parlera juste après. Ouais, ça fait partie aussi de notre mantra, effectivement, d'être généreux dans tout ce qu'on fait. On essaye effectivement d'évangéliser ce qu'on a identifié comme étant les bonnes pratiques du marché, en tout cas ce qu'on a testé, éprouvé par la pratique et ce qu'on a mis dans ce bouquin. On essaye de faire en sorte que tout à chacun, que tu sois dirigeant, manager, que tu sois RH, recruteur, que tu sois dirigeant d'une boulangerie, d'une boucherie, artisan, ébéniste, je ne sais quoi. Si tu dois recruter quelqu'un, en tout cas, on a créé quelque chose qui soit au niveau des gens, et accessible, effectivement, qui n'est pas barbant, qui n'est pas corporate, qui n'est pas chiant, et avec quelques petites blagues.
D'ailleurs, quand vous le relisez un an après, votre livre, je ne sais pas si vous le relisez. Moi, je le trouve superbe, évidemment. Vous dites quoi? Vous étiez visionnaire ou vous étiez complètement barré quand vous l'avez écrit? Moi, je pense qu'on était un petit peu barré sur le ton, la tonalité qu'on a pris, parce qu'en vrai, Erol, il y a eu des petites batailles. Je vais être très très honnête. Hein. Moi, j'ai eu du mal avec l'éditrice de Erol. On s'est fighté à 3h du mat avec des commentaires un petit peu passifs-agressifs, voire agressifs. Parce que justement, moi, je voulais surtout pas avoir un truc corporate barbant, chiant, etc. Et c'est ce que j'avais dit à Léo. Je dis, si franchement, elle veut killer toutes mes blagues, dans ces cas-là, très, très bien, mais elle le fait sans moi. Parce qu'on voulait vraiment avoir un truc qui nous ressemble. Et je pense que la pédagogie, la manière de dire les choses est aussi importante, la forme est aussi importante que le fond, pour que le fond reste et soit ancré dans l'apprentissage des gens. Je précise que pour le coup, parce qu'on aime beaucoup Chloé qui était notre éditrice chez Erol. Entre-temps, elle a changé de maison d'édition. Et l'avantage pour le coup d'avoir une maison d'édition, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il y a le livre de Karim et Charlène qui est sorti. En auto-édition, c'est différent. Nous, ça nous a beaucoup aidé quand même à nous structurer, à nous motiver, à nous donner des timelines. Il y a des personnes dans cette pièce que je ne citerai pas qui aiment bien faire les choses au dernier moment et qui sont pas forcément très organisées, structurées, rigoureuses des fois dans ces trucs-là de deadline à rendre. Mais où tout marche très bien quand même, avoir une maison d'édition te permet de tenir des deadlines strictes, d'avancer, ça te cadre en fait, tout comme genre je sais pas quand tu fais du cinéma, t'as un réal, une réelle qui va t'aider à cadrer les trucs, bah là c'est pareil, donc oui il y a évidemment des déboires parce que le clash entre la littérature classique d'une maison d'édition entre guillemets traditionnelle et nous qui sommes un peu chelous sur les bords, ça a pu forcément faire quelques clashs, mais ça a aidé du coup à faire un truc aussi qui se vende bien et qui fonctionne, qui est devenu un best-seller officiellement, et donc du coup on est quand même content, et donc le côté visionnaire, c'était partie de ta question. Je pense qu'on l'avait aussi à l'époque et on parlera à l'extension après, mais on avait déjà en tête ce truc-là avant même que ça sorte, avant même de contacter Erol. Ok. Et du coup, l'extension, c'est pas Erol. Là, c'est vous-même. Exactement, ouais. C'est du coup, alors le spoiler, c'est que c'est un e-book, donc du coup c'est une extension, mais une extension digitale, donc tu télécharges ton e-book et tu as accès à, il y a plus de 100 pages, je crois que c'est 115 de mémoire, auxquelles tu as accès, et donc c'est pas en effet Erol, sachant que initialement, si on met la genèse, quand on a rendu notre copie à Erol, il y avait ces 6 chapitres que tu as pu lire du coup de l'extension, mais ça faisait trop. En gros, Chloé nous avait dit 600 pages, personne va acheter. Nous on voulait faire vraiment l'encyclopédie du recrutement, tu vois, le livre le plus complet. Non mais on voulait carrément que ce soit un calepin. Même comme tu sais, Full Stack Recruiter de Yann Tegze, etc. Qui est un gros bouquin quand même. Qui est un gros bouquin. C'était à peu près, on a sorti ce truc-là. Effectivement, la pièce au début qu'elle nous avait dit, c'est à peu près entre 250 et 300 pages. Okay. Au final, effectivement, on a rendu 600 pages. Il nous a dit, vous vous foutez de nous? On a dit, mais non, pas du tout. Donc, on a eu 2 idées de se dire, enfin, on avait 2 choix. Soit on se disait, ok, bon, bah, on cut. Et du coup, on laisse de côté des trucs qui sont pour nous essentiels. Moi, j'ai dit à Léo, en vrai, nos 600 pages, pour moi, elles sont suffisantes et nécessaires pour vraiment avoir une maîtrise parfaite de tous les sujets actuels. Et encore, d'ailleurs, il y a plein de choses qui arrivent par la suite. Mais encore, on n'en peut plus. Mais pour le coup, on avait effectivement soit la possibilité de tout cutter et puis d'être dans le survol de plein de sujets, soit on s'était dit, bah ok, on garde tout, mais on est smart dans la manière de le faire. C'est-à-dire qu'on va imprimer effectivement 350-400 pages. On va mettre des modules, enfin pas des modules, mais des chapitres additionnels pour aller encore plus loin, qui sont scannables par QR code, ce qui est actuellement dans Permis de recruter. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Et toute la partie efficience, où on vient cranter un peu plus de niveau sur le recrutement, sur des sujets qu'on va emprunter au sales, au product, au growth hacking, etc., et même à la data, qui sont pour nous hyper importants. Enfin, les KPI, pour moi, ça ne pouvait pas ne pas être dans un bouquin. Donc, on l'a gardé parce que c'est un niveau un peu plus advanced. On va dire que le niveau 1, c'est Permis de recruter écrit. Niveau 2, c'est les chapitres additionnels à scanner. Et niveau 3, c'est l'extension qui arrive. Mais qui arrive aujourd'hui, qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr. Et pour évacuer le sujet, après on va rentrer dans le fond. Comment je l'achète l'extension? Comment je la télécharge? Comment ça fonctionne? On pourra mettre le lien directement, si tu veux, dans la description de l'épisode. Et nous, après, sur notre site, sur le site Blendy, du coup, tu as une partie livre. Et donc, il y a un petit lien, tu cliques et du coup, tu payes le tarif extraordinaire de 16 €. Attention, c'est tellement cher. Et pour ce montant-là, du coup, tu as accès à ces 115 pages. Donc, c'est un bon ratio par page quand on y pense. 16 €, c'est quoi? C'est le prix d'un expresso à Paris. Donc, quand on y pense, c'est plutôt pas cher quand on y pense. Et c'est le prix de 2 barquettes de merguez à Leclerc pour faire votre barbecue. Et il y a un scoop. C'est 8 € chacun ou il y a quelqu'un qui a 15 €? Non, moi j'ai 15 parce que j'ai plus écrit et Elise a 1. Il a validé un emoji. Tu rigoles quoi? Et j'ai un scoop pour toi. Elise, elle est même pas au courant. On fait gagner, pour toute personne qui écoutera ton podcast, qui fera un post sur LinkedIn en parlant de ton podcast, on lui envoie un exemplaire imprimé. Parce qu'on n'a pas dit un truc, c'est qu'on a 80 éditions imprimées
en collector, mais genre vraiment collector, il n'y en aura pas d'autres. T'en as 80 en écrit, elles seront numérotées de 1 à 80, comme des cartes Pokémon édition limitée si tu veux. Et donc, pour toute personne qui fera un post LinkedIn, on fera un tirage au sort. S'il te tag toi, qui nous tag nous, et on fera gagner, on lui enverra par la poste. Ça sera gratuit, donc pas besoin de payer 16 €. Ah, quelle économie! C'est le banquier qui va être content. Et donc, on enverra à domicile cette édition hyper collector papier. Donc, c'est la même chose, mais en mieux, et en papier, et en dédicacé. Donc, c'est un gros scoop. C'est la première fois que je fais Ouais, c'est un quelque gros chose. scoop. T'as vu? Bah, du coup, voilà, t'es peut-être pas au courant, mais tu Non. crées c'est un jeu concours. Ok. Et donc, si tu veux, on demandera à un huissier officiel de faire la répartition. Maître Nadjar sur TF1. Maître Nadjar, Belle ouais. référence, n'est-ce pas? Ok, cool. Maintenant qu'on sait comment l'acheter, comment l'avoir, l'acheter ou pas l'acheter d'ailleurs, à chacun de se débrouiller. Voilà. J'ai utilisé le mot T-shaped. T-shaped, je sais même pas si je le dis bien. T-shaped. Ouais, concrètement, est-ce que vous Concrètement, pouvez, c'est quoi ouais, c'est quoi? Vous pouvez expliquer ce que ça veut dire et comment ça m'est utile moi en tant que recruteur d'avoir cette extension? Ouais. Ou pourquoi ça m'est utile? Très bonne question. T-shape, le concept du T-shape, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça a été modélisé par McKinsey dans les années 80. C'était juste pour définir ces talents qui ont cette possibilité d'avoir une expertise dans un domaine donné et qui viennent avoir d'autres expertises. Ils adjoignent des expertises connexes et annexes empruntées à d'autres métiers. Moi, j'ai par contre modélisé le T-shape en T-shape recruteur parce que j'ai identifié à l'époque, quand je faisais pas mal de curation de contenu, UK, US et tout, que les recruteurs qui étaient hyper efficaces et pour certains, des Head of Talent Acquisition qui étaient carrément COMEX de boîtes américaines, ils avaient compris que c'était ultra stratégique et business le recrutement et qu'il fallait absolument emprunter des choses au sales, au marketing, à la product, à la data, même au neuromarketing pour être plus efficient au quotidien. Et donc, en fait, d'utiliser toutes les techniques qui sont utiles et qui fonctionnent aujourd'hui sur les clients, les répercuter sur les talents. Et donc, à partir de ça, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de reprendre ce modèle et ce concept de T-shape, de dire, ton expertise verticale, c'est le recrutement, et l'expertise horizontale, c'est des expertises que tu viens emprunter au marketing, à la data, au product, et au sales, etc., etc. Et du coup, quand on est recruteur, est-ce qu'on est NAIT T-shaped ou est-ce qu'on le devient? Excellente question. Ouais. En fait, t'as des questions hyper sérieuses parfois. Ah ouais, mais je prépare, t'as vu? Pas toujours. Non, première chose, effectivement, je pense qu'on ne naît pas. Par contre, on est NAIT peut-être avec une appétence et une curiosité naturelle. Pour moi, c'est une des soft skills absolument ultra importantes, cruciales quand on est recruteur, c'est d'être curieux. Si t'es pas curieux, en fait, tu ne peux pas te renseigner sur tous les métiers, sur toute la curation de contenu et la veille que font chaque métier pour ensuite être hyper pertinent face à un candidat et venir le challenger sur ses hard skills et ses soft skills. Et du coup, je pense que tu peux le devenir en revanche, si tu as d'ores déjà une curiosité, une appétence naturelle, en justement, faisant pas mal de curation de contenu. T'es pas obligé de faire plein de training, genre un training en marketing, Par exemple, moi, j'avais fait un training en growth hacking, j'avais fait un training juste en marketing, et après, pour tout ce qui est growth, pas pour tout ce qui est growth, pour tout ce qui est sales et tout ce qui est product, j'ai beaucoup lu. J'ai lu plein d'articles, j'ai lu des bouquins, etc. Donc, je fais ma veille toute seule, entre guillemets. Mais par rapport à ça, ensuite, ce qui est intéressant, c'est de venir voir ce que font d'ores et déjà d'autres pays. Et puis aussi de se dire, tiens, il y a des choses qui sont transférables. C'est tout bête, mais le concept de nurturing, ça vient effectivement des marketeurs qui font du nurturing de clients dans leur funnel d'acquisition pour faire en sorte, en envoyant dans ce qu'on appelle des petits nudges, c'est-à-dire des petits messages régulièrement, tu sais, les petits fameux messages que tu reçois, pense à valider ton panier, ou t'as fait longtemps qu'on t'a pas vu sur notre site, viens et tout. Ça, c'est ce qu'on appelle des nudges. C'est des petits coups de coude qui te font passer à l'action. Et là, le but, c'est d'utiliser, en fait, c'est de se dire, mais en fait, c'est complètement réplicable sur des candidats pour les faire passer à l'étape suivante et qu'ils avancent dans le funnel de recrutement. Donc, en vrai, T-Shape, c'est pour moi la version évoluée du recruteur. À l'époque, tu avais le recrutosaurus qui peuplait ces contrées, etc. Et aujourd'hui, la version la plus évoluée pour moi, c'est le T-Shape recruteur qui vient justement emprunter et qui est à l'écoute en fait de toutes les potentiels. En fait, qui n'a pas des œillères sur ce recrutement, mais qui veut justement être aware, un peu comme Jean-Claude Van Damme. Alors, je vais être un peu provocateur. Est-ce que là, on est en 2025 ? Est-ce que ce que vous dites était vrai en 2022, 2023, où c'était extrêmement difficile de recruter ? Et là, en 2025, tu passes une annonce même bien pourrie, et tu as 500 candidats. Est-ce qu'on a besoin d'être T-Shape recruteur en 2025 ? C'est une excellente question à laquelle j'ai pas de réponse parce que j'ai pas envie. D'accord. Non, Okay. Ce que tu dis est très bien. Là, ce que tu dis, c'est en gros, le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont beaucoup de candidatures. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont bons à évaluer. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont bons en data. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont bons en process. Moi, je suis passé de de clients qui me disaient j'ai pas de candidature. Aujourd'hui, j'ai trop de candidatures.
Par contre, beaucoup de candidatures qui sont pas du tout dans la cible. Hein. Bien sûr, mais tu vois, un bon marketing, et donc du coup, quand tu es T-Shape avec ce volet marketing, tu sais attirer que les gens que tu veux. Typiquement, c'est une erreur. Cette début de semaine, j'étais en formation dans une boîte et il me dit, moi, sur un poste de logisticien, j'ai eu 400 candidatures en 2 jours. Du coup, tu t'arrêtes le poste, en fait. Enfin, t'arrêtes bien avant et tu fais une annonce qui va être une annonce bien spécifique. Et donc, dans ton marketing, peut-être que tu te dis que la plateforme que tu as utilisée, la CVTech ou le job board, peut-être que c'est pas le bon, en fait. Enfin, si t'amènes 400 candidatures, mais 2 de qualité, au pire, passe ce temps-là à chasser directement, et donc c'est un skill de sourcing. Et quand tu as fait ça, pareil, pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas, il faut que tu analyses de la donnée. Et pour analyser la donnée, il faut des compétences de données. Quand tu as les gens en entretien, tu as beau en avoir 400 ou tu en as 40, c'est pareil, il faut que tu les évalues efficacement. Et donc les compétences de psychologie que tu vas acquérir à côté, c'est pareil. Tu vois, en fait, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, le marché, il a changé sur le côté, il y a beaucoup plus de gens qui sont dispo, mais sur le reste des compétences du recrutement, qui n'est pas que l'attractivité, là, il faut ces compétences-là. Okay. Et tu vois, pour rebondir sur ce que disait aussi Élise tout à l'heure, Élise, c'est ça ton prénom? Ouais, Élise. Du coup, tu as un truc, j'aime bien parce que la question était très bien sur est-ce qu'on est ou est-ce qu'on le devient. Je pense qu'il y a quelques personnes qui sont plus nées que ce qu'ils le sont devenus. C'est des gens qui ont fait un autre métier avant le recrutement. Okay. Nous, parmi les meilleures personnes qu'on connaisse qui sont des recruteurs et des recruteuses de qualité, ils ont fait un autre métier avant le recrutement. Je donne 2 exemples parmi nos alumni. T'en as un qui s'appelle Steve, il est recruteur indépendant. Avant, il faisait de la logistique et de la supply chain. Donc le type, il est carré de fou, il aime les process, il a la rigueur, il aime la data et donc il est incroyable en recrutement. Parce que du coup, il est né logisticien, entre guillemets, avant d'être né le recruteur. Deuxième exemple, s'appelle Elodie, c'est la directrice du recrutement chez Gameloft. Elle faisait du lean management avant. Donc imagine le lean management appliqué au recrutement, forcément ça, tu vois, ça carbure. Les process, c'est efficace, c'est carré, c'est un truc qui est pas nécessaire, elle enlève du process. Donc on peut naître chef recruteur, en tout cas avoir un potentiel si du coup tu viens d'un autre parcours avant de faire du recrutement. Et nous on croit beaucoup à ça, aux gens qui ont fait autre chose que des RH. Et je ne lancerai pas le débat sur le recrutement est-il RH, mais en tout cas le chef recruteur nous fait réaliser que le recrutement ce n'est pas que des RH. Okay. Et comme Léo était saltimbanque avant, et du coup aujourd'hui quand on fait des formations avec les recruteurs, il leur fait rire, il leur fait des acrobaties, cracheurs de feu, c'est génial. Voilà. Donc là il est T-shape, tu vois. Si t'es cracheur de feu, tu peux faire le festival RH. Hein. Exactement, avec des bolasses, de la lumière, etc. Voilà, tous les ans il y a des cracheurs de feu. Hein, donc, pour le festival RH, ce sera toi. Okay. On va parler de grosses. Déjà, concrètement... S'il te plaît, ce sont polis. Concrètement, qu'est-ce que c'est le growth? Comment vous le définissez sans trop jargonner et quelle est la première expérimentation growth que peut lancer un recruteur qui débute sur ce sujet dans son orga? Alors, ma définition qui est très personnelle, à tous les coups, il ne sera peut-être pas d'accord, c'est... elle n'est pas d'accord. C'est tu fais beaucoup avec pas beaucoup. Donc la base du growth, ça vient des milieux de start-up où tu n'es pas connu, tu n'as pas de méthode, tu n'as pas d'outils, tu n'as pas les skills, tu n'as jamais fait ça de ta vie et on te dit fais beaucoup. Typiquement, quand je étais chez Choco à l'époque, j'avais beaucoup de recrutement à faire, j'avais pas de moyens, j'avais pas de marque employeur, personne me connaissait, je contactais les gens, ils pensaient que je vendais du chocolat alors que je vendais une app pour les restaurateurs, donc absolument rien à voir. Et donc le growth, c'est tu as ce statut où tu sais que ça va être difficile, tu n'as pas les moyens d'un grand groupe, t'as pas le niveau de confiance que tu peux avoir quand t'as genre 20 ans de métier par exemple et que tu sais faire les choses et tu te débrouilles et tu dois faire ça et une fois que ça marche là où ça marche bien le growth c'est que du coup tu passes à l'échelle donc on dit scaler en anglais n'est-ce pas et donc du coup quand tu fait du growth au début niveau 1 ensuite tu passes au growth niveau 2 qui est passer à l'échelle ce que tu fais un peu à ta sauce et moi les premières expérimentations que j'ai pu faire à l'époque c'était du coup chez Choco où j'ai rencontré un type qui s'appelait Tris. Tris c'était un acteur incontournable du sourcing en France qui a passé chez Docto pendant un petit moment avant les stars de Docto qu'on connaît aujourd'hui et du coup il avait inventé un peu ce concept, tu vois, genre ça s'appelait le Growth Hacking Recruitment. Il avait créé un groupe Facebook, c'était il y a quasiment 10 ans de ça. Et donc à l'époque, on était une petite poignée de geeks et de nerds à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec pas beaucoup pour avoir des résultats de fou. Et donc en fait, c'est juste des trucs tout simples. Et donc moi à l'époque, chez Choco, je l'avais rencontré ce type, j'étais sur un bateau à Levallois, parce que les sièges de Doctolib sont à Levallois. Et il m'a dit, c'est simple, et aux gens, tu galères à faire ça, tu dis que tu n'arrives pas à recruter des commerces au terrain. Du coup, tu les recrutes comment? Du coup, je dis, moi, je vais sur les job boards, je fais une annonce sur LinkedIn, je post and pray, n'est-ce pas? Genre, je poste l'annonce et j'attends. Et du coup, il me dit, tu veux des commerces au terrain, va sur le terrain. Va voir des gens sur place, va voir où ils sont, va chercher ta cible, c'est ce qu'elle fait, et fais ça un peu à l'arrache avec les moyens du bord. Et du coup, c'est en fait la logique du growth, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire de différent qui me fera moins d'efforts pour plus de résultats et que je pourrais ensuite passer à l'échelle avec, encore une fois, le truc c'est zéro budget. Et donc dans le chapitre qu'on a sur le growth, on détaille tout ça avec des exemples hyper concrets, notamment avec aussi le témoignage de Maud Grenier qui avait fait un e-book sur le growth pour Welcome to the Jingle. Et donc on explique des cas hyper concrets qu'on peut avoir, mais pour les cas concrets, il faut participer au jeu concours pour gagner l'exemplaire du livre papier ou acheter sur le livre à 16 €.
Tu peux le voir, Léo a aussi des compétences en commercial. Il est très très fort en commercial. Il a fait des animations dans les supermarchés avant. Ouais. Rayon fruits et légumes. Moi, c'est poulet. Et pour 2 poulets achetés, un poulet offert. Les fermiers de Loué, les fermiers de qualité. Chez Leclerc de Pont-l'Abbé aussi. Ouais. Vous dites aussi que le recrutement, c'est une double vente. Convaincre le candidat, convaincre le manager. Yes, carrément. C'est qui le plus dur à vendre aujourd'hui ? Alors, c'est un double effet qui se coule. En effet, c'est qui le plus dur à vendre ? C'est une excellente question. En vrai, je pense que le recruteur, il est un peu dans la mouise. Pour la simple et bonne raison que, d'un côté, parfois, il force un peu. C'est-à-dire, moi, je trouve que les très bons sales n'ont pas besoin de forcer. Ils sont dans l'écoute active, ils sont dans la reformulation, ils sont dans ce qu'on appelle le non, je vais arrêter les franglais. On a dit que j'arrêtais le franglais. Donc, ils sont dans la vente intelligente et pas dans la vente d'imprimantes, etc., tu vois, à fond. Donc, en gros, pour répondre à ta question, d'un côté, pour le candidat, le but, c'est effectivement de créer un elevator pitch qui soit inspirant, aspirationnel et qui donne envie d'y aller, envie de se projeter. Donc, pour ça, il faut utiliser des mots de storytelling, de copywriting qui, justement, éveillent un peu toutes les zones du cerveau qui font en sorte, parce qu'en vrai, on est là aussi pour influencer positivement. J'ai pas dit manipuler, mais influencer positivement. Et ça, tu peux influencer par le pouvoir des mots. Les mots ont un super pouvoir. Ouais. Je vous invite à lire le bouquin là-dessus parce que je l'étaye beaucoup. Et je suis passionnée par ça. Deuxième truc, de l'autre côté, quand tu... et effectivement, tu sais une double vente. Pourquoi ? Parce que tu dois vendre un job à un candidat et tu dois vendre un candidat à un manager. Quand tu vends un candidat à un manager, il faut aussi que tu connaisses extrêmement bien ton persona. C'est-à-dire le manager, il a des idées en tête par rapport à ça, il a fait son kick-off avec toi, mais il sait ce qu'il veut, etc. Et donc, tu sais aussi quels sont ses leviers, entre guillemets, de motivation et comment justement présenter de manière smart, effectivement, ton candidat et commencer par certaines choses et puis garder sous le coude d'autres choses pour éviter, effectivement, de griller ton candidat. Donc, c'est hyper compliqué parce qu'il a 2 personas qui sont complètement différents, avec des leviers de motivation différents aussi. Donc, il a 2 pitchs à faire, 2 elevator pitch. Un elevator pitch pour vendre la boîte et le poste et un autre pour vendre le candidat en interne. Ok, très, très, très clair. Et si un recruteur te dit, moi, je déteste vendre, tu lui dis quoi ? Change de métier ? Ouais, en vrai. Ouais. Carrément, ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Bah écoute, tu peux faire... non, mais tu peux faire sourceur. À la limite, juste, tu sources, tu identifies les bonnes personnes qui sont sur le marché. Par contre, tu les contactes pas. Parce que si t'aimes pas vendre, c'est que tu sais pas écrire non plus un message d'approche qui est hyper engageant et qui va te donner envie, etc. Donc, pour identifier... ou pour, par exemple, norterer à la limite les candidats, envoyer régulièrement des nouvelles et tout. Mais pour autant, pour moi, si tu n'aimes pas vendre, tu peux pas aimer faire ce métier et tu peux pas être efficient dans ce métier. Okay. J'ai une parade. Et si tu n'aimes pas vendre, il faut se faire acheter. On parle beaucoup du terme de d'inbound recrutement, qui est cher à notre cher ami Charlène, qui a écrit son livre aussi récemment. Et en gros, si tu n'aimes pas vendre et tu n'aimes pas aller démarcher les gens et tu n'aimes pas aller te battre, tu crées des mécanismes d'attractivité qui fait que les gens vont venir à toi. Moi, typiquement, au début de ma carrière de recruteur, je n'aimais pas vendre, je n'aimais pas ça m'intéressait pas. Et du coup, je faisais tout pour que les gens viennent à moi et que les gens m'achètent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une bonne partie de nos clients, c'est ça. En fait, on ne cherche pas à vendre, ils viennent nous acheter parce qu'ils ont été convaincus par notre expertise, par les blagues que je fais et les blagues qu'essaye de faire Élise. Et du coup, à la fin, quand ils viennent nous voir, tu vois, ils disent j'ai envie d'acheter parce que je suis déjà convaincu avant même d'essayer de les convaincre. Et ça, du coup, c'est les meilleurs types de ventes. Et donc, soit en effet, tu vas vouloir avoir cette logique un peu de challenger, tu vois, genre je vais sourcer, je vais aller convaincre. Dis-moi ce que c'est. Sauf Élise, dans son boulot en tant que chasseuse de tête, c'était essentiel de vendre. Là, au moins en interne, j'avais une mécanisme un peu presque de fainéantise où je me dis je vais faire en sorte de me faire acheter au maximum. Comme ça, du coup, je mutualise mes coûts et mes efforts et les gens viennent à moi sans que j'aille faire d'efforts. Faut être feignant quand on est un bon recruteur. Oui, mais pour moi, je te challenge là-dessus. Bam, la fight. On a dit qu'on était pirates du recrutement. Arrête, pas du tout. Ne prenez pas de plainte. Non, mais par exemple, sur l'acquisition de talents de manière justement passive, à savoir via toutes les prises de parole, etc. Au final, pour moi, c'est de la vente douce, mais c'est de la vente quand même, tu vois, in fine. De faire des leviers d'attractivité et d'attraction pour les gens. Mais bon. On est d'accord. Vous parlez aussi RECOPS un peu dans l'extension, si je ne m'abuse. Pareil, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est ? Est-ce que c'est un process, une philosophie ? Pourquoi vous allez sur ce terrain de jeu du RECOPS ? Alors ouais, le RECOPS, pareil, c'est un truc qui est pas nouveau. Hein. C'est comme le growth, tu vois, ça fait depuis des années qu'on en parle. Ouais, mais tout le monde le connaît pas. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi aussi sur le sujet. Le RECOPS, donc c'est pour Recruitment Operations. Donc en gros, c'est ton process de recrutement. Si je fais vraiment très simple. Okay. Le recrutement, c'est un job de process. Tout comme le job des achats, par exemple, dans l'entreprise, c'est des gens qui vont acheter, donc ils vont sourcer leurs marchandises, ils vont négocier, ils vont la faire rentrer, ils vont la cesser, etc., etc. Le recrutement, quand ils pensent, c'est pareil, c'est comme un service achat. C'est donc un job de process. Mais dans tout process, il y a différentes étapes qui sont plus ou moins efficaces, qui vont
vont plus ou moins fonctionner. Et le job du RecOps, donc soit c'est quelqu'un qui est 100% du temps RecOps, soit c'est des recruteurs et des recruteuses qui ont cette appétence de jouer avec les process. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit le plus dans les boîtes parce qu'avoir un budget pour 100% RecOps, il y en a pas beaucoup. Il y en a peu quand même. Il y en a très très peu. Et donc typiquement, je vais regarder le process, je vais regarder de A à Z ce qui se passe et je vais l'améliorer. Et pour moi, il y a 4 aspects dans la partie RecOps qui sont importantes. Le premier, du coup, c'est ton côté process au global. Donc c'est comment je peux l'améliorer et l'optimiser. Numéro 2, c'est tout ce qui est lié à la data. Donc, comment tu vas mesurer les choses, qu'est-ce que tu mets en place comme KPI, comme outil pour mesurer. Numéro 3, c'est l'outillage pour faire tout ça. Donc, ton choix d'ATS, c'est du RecOps. Choisir un outil de sourcing, c'est du RecOps. Te dire, tiens, je vais plugger un dashboard pour visualiser des datas, c'est du RecOps. Et la 4e partie, c'est la plus importante, c'est comment tu évangélises tout ça. Parce que le recrutement, c'est du process et c'est aussi la conduite du changement. Si tu veux être innovant dans ton recrutement, il faut que tes managers, mais aussi tes collègues, recruteurs, recruteuses, tes RH, ta direction soient OK pour ça. Et donc, le 4e pilier du RecOps qui est souvent oublié, c'est comment est-ce que j'évangélise du coup ce marché par rapport à ça. Et je te fais un petit spoiler, il est possible que sur le podcast Tam Tam, on ait une série documentaire sur le RecOps qui arrive en début 2026. Mais j'ai rien dit, je t'ai pas entendu ça de moi. T'as entendu un truc? Moi j'ai rien entendu. T'as entendu toi? Non. C'est Tam, c'est quoi? Tam, c'est pour faire de la musique, tu sais, genre... okay. Voilà. Non, un excellent podcast à écouter une fois que vous avez fini d'écouter tous les podcasts de On n'a jamais fait comme ça. 100%. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Une centaine. Data, tu voulais parler KPI tout à l'heure, Élise. Absolument. Voilà, Laissez-moi parler des KPI. On te redonne le micro là. T'as fini de. Je fais de la data. Donne-moi de la data. Voilà, t'as fini de surfer sur TikTok. Je regardais l'heure parce que je sais que t'as un train. Ouais. Concrètement, vous dites il faut interpréter la data au lieu de l'admirer. Absolument, avec des yeux de Merlan-Free, je crois. Concrètement. Oui, tu sais, c'est tous les chapitres que j'ai écrits. C'est beau. Ouais, comme quoi, c'est vraiment bien fait. Je découvre. Toi, t'as validé l'emoji poisson. Les yeux de Merlan-Free. Tu as dit tout à l'heure, effectivement, que l'API, c'est le nerf de la guerre pour moi. C'est clé, etc. Vous qui intervenez dans beaucoup d'entreprises, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises encore qui sont en retard sur le sujet des KPI? Joker. J'ai une quinte de tout. Allez, j'arrête. Il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de manque de data fiable. Tu sais, on appelle ça la data legacy. Honnêtement, dans les ATS, il y a plein de data aujourd'hui. Alors, faut-il avoir un ATS? Oui, tout le monde en a pas, on est d'accord. Non, mais oui. Un bon ATS. Non, mais on est. Pas de pub, Léo. On en les ATS roses. Arrête, Léo. Laisse-moi le micro. Moi, je suis dans l'équipe de Tyler Swift. Que tu peux arrêter de parler, s'il te plaît, de laisser. C'est quoi ce mansplaining? Vas-y. What was the question? Pourquoi c'est important? Problème de KPI. Pourquoi les KPI? Pourquoi il y a un problème de KPI? Déjà, effectivement, je pense que les recruteurs ne sont pas forcément formés à 1. Recueillir de la data, 2. L'analyser, 3. L'interpréter et mettre en place des actions correctives. Donc il n'y a pas eu forcément, tu vois, ce réflexe qui a été adopté. Pendant très longtemps, on disait pourquoi ça marche pas en recrutement? Parce que tu sais, c'est compliqué, c'est de l'humain. Oui, un commercial, quand il vend à quelqu'un et que quand il ne vend pas, il peut pas dire à son directeur commercial, tu sais, c'est compliqué, c'est de l'humain. Non, en fait, le directeur commercial, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ok, file-moi ton CRM, on va regarder tes taux de conversion, combien tu as fait d'appels, combien il y a eu de closing, etc. Donc il va mettre les mains dans le cambouis dans la data. Aujourd'hui, dans le recrutement, parce que justement, il n'y avait pas forcément de technicité auparavant, ou en tout cas, ça prend très très longtemps, ça n'a pas été considéré comme un vrai métier, juste comme marchepied pour devenir RH, ce qui est un peu dommage. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une science, pas exacte, mais c'est une science quand même, avec des techniques, des canevas, etc. Et que ça doit être aussi spécifique, aussi technique, aussi complexe qu'un département sales ou un département marketing. Et du coup, effectivement, quand tu vois tout ton process de recrutement, si tu vois qu'il n'y a pas trop d'efficience à la fin, qu'il y a énormément de turnover, que des périodes d'essai sont à 50% éclatées, justement, l'idée, c'est de savoir comment tu sais où le bas blesse. Le but, c'est de mesurer, parce que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas, évidemment. Tout le monde le dit, mais finalement, ça ne crante pas forcément en interne, pas chez tout le monde en tout cas. Et donc, le but, c'est de piloter tout ça pour se dire, tiens, voilà où est mon goulot d'étranglement. Quels sont les verbatims qui ont été donnés, par exemple, par les candidats durant le NPS, etc., pour comprendre ce qui s'est passé à cette étape et pourquoi il y a un drop en termes de conversion, et ensuite aller justement mettre en place des actions correctives et faire du test and learn. Parce que le but, c'est pas non plus de se dire, tiens, je vais mettre une rustine, on va voir comment ça... Oui, je mets une rustine, on voit comment ça marche, et on mesure. On mesure aussi si, grâce à ça, ça marche ou pas. Il y a plein de gens parfois qui me disent, c'est trop chouette, par exemple sur le chapitre 13 du permis de recruter, c'est quand je livre la petite secret sauce pour faire des messages d'approche qui fonctionnent, je dis à chaque fois, attendez, AB tester le truc. Moi, je vous dis, c'est ma secret sauce, c'est pas la secret sauce, j'ai pas la bonne parole, entre guillemets. AB tester, c'est comme le test and learn. Enfin, en gros, tu testes, tu mesures les résultats, et ensuite, t'en tires les apprentissages.
Donc en gros, c'est ce que je leur dis souvent, je fais, si vous n'êtes pas sûr qu'un long message d'approche, ce soit hyper efficient et que vous êtes plutôt sur des courts messages d'approche, je vous propose, semaine 1 et 2, vous faites un très gros message d'approche à, je sais pas, 30-40 personnes, et ensuite, et vous regardez les résultats, les taux de conversion, et ensuite, 2 semaines plus tard, vous faites le même message, mais en beaucoup plus court, à d'autres personnes, sur le même nombre de personnes, et vous mesurez. Et si ça fonctionne mieux, bah tant mieux. Mais voilà, le but, c'est vraiment, la data, elle doit être comme une boussole. Et je fais souvent ce... Non, attends, j'ai pas fini. Excuse-moi. Mais non, mais c'est super important, la data. Juste dernier truc. C'est mon podcast, je pose les questions que je veux. C'est ton data. C'est mon data. Mon data, ma data. Ouais, non, mais c'est juste, je fais une analogie, puisqu'on a appelé notre bouquin Permis de recruter. C'est comme une analogie avec la voiture. T'es sur la route, effectivement, t'as une panne. Si t'as pas de tableau de bord, tu sais pas d'où ça vient. Donc tu te dis, bon, bah très bien, je vais appeler la fourrière, etc. Et ça va partir à la casse et je vais racheter une bagnole à 30 000 €. Alors que si ça se trouve, c'était juste le niveau d'huile. Mais comme t'as pas l'info, bah, tu sais pas où ça casse et donc tu peux pas mettre l'action corrective. Donc c'est un peu dommage parce que ça coûte beaucoup aux gens de ne pas piloter la data. Ne serait-ce que de se dire où sont mes sources efficaces d'acquisition de candidats. Si j'ai balancé 40 000 € sur Indeed et qu'en fait, si je regarde les taux de conversion, j'ai pas, in fine, j'ai que 3% de taux de conversion, bah, je vais peut-être réallouer mon budget par rapport à ça. Okay. Oui, j'ai fait un tunnel, je suis désolé. Oui, on n'a rien contre Indeed. C'est un exemple, ça aurait pu être LinkedIn. Oui, ça aurait pu être HelloWork. Non, HelloWork, c'est mon partenaire. Donc ah, pardon. Non, HelloWork, ça marche super bien. N'hésitez pas à mettre beaucoup de budget dessus. Mais par contre, piloter la data. 100% des candidats HelloWork sont des candidats de qualité. J'arrête de faire un candidats bretons. Vous avez un chapitre qui s'appelle, j'ai noté ça, hop, je reprends mes notes quand même, parce que je ne connais pas tout par cœur. Oui, qui s'appelle « Éviter de finir en prison ». Ah oui. Alors ça m'a fait peur. Pour le coup, c'est pas courant dans un livre RH. Pourquoi vous avez appelé ce chapitre comme ça ? C'est si grave que ça, le sujet de l'éventuelle prison pour les recruteurs ? C'est grave. Oui, alors on finira pas en prison. Je préfère rassurer les gens qui nous écoutent. C'est ok. En fait, c'est un hommage à un ancien président. Ce chapitre, pardon, ça c'est trop politique. Non, en fait, c'est qu'il est drôle ce chapitre parce que le juridique, je t'apprends rien. C'est pas le sujet le plus intéressant du monde. À part les juristes, ça n'intéresse personne. Alors qu'aujourd'hui, en fait, en recrutement, on touche à des données extrêmement sensibles. À l'heure du fameux RGPD, que tout le monde sait ce que c'est, mais que personne ne comprend et que personne n'est en accord avec. Et de l'IA Act. Ah oui. Et de l'IA Act. Et ça encore, c'est que pour l'Union européenne. Mais par exemple, tu vois, dans nos voisins suisses, ils ont un équivalent du RGPD. C'est la même chose. Tout ce qui est données personnelles, ça a un impact. Et je pense que dans l'entreprise, les recruteurs et les recruteuses, les RH au global, sont parmi les gens qui traitent le plus de données sensibles. Parce qu'on sait les dates de naissance, on a les CV, donc on a les adresses, on a plein de choses qui sont considérées comme des données personnelles et confidentielles. Et donc, typiquement, là-dessus, on est souvent mal équipé. Et donc, le but de ce livre, de cette partie sur le juridique, il est d'expliquer deux choses. Un, c'est notamment cette partie-là, sur le RGPD, qui est clé aujourd'hui. On ne peut pas passer à côté. Et tu vois, on parlait des gens qui n'ont pas d'ATS. C'est chaud de respecter le RGPD sans ATS. Je vais même dire c'est impossible. Tu peux pas faire le truc de tous les 2 ans, demande aux gens s'ils sont oui ou non. Enfin, tu peux le faire, mais il faut être bon en automatisation et dans ce cas-là, paye un ATS au pire. Même si t'as pas beaucoup d'argent, tu prends un petit ATS. Oui, t'as des ATS de base qui fonctionnent très bien. Hein. Exactement. Si t'as pas beaucoup de cas. Bien sûr, et ça suffit rien que pour ça, d'être compliant. Et je pense que c'est un sujet qui va de plus en plus fort parce qu'aujourd'hui, il y a peu de sanctions sur le. Par exemple, tu as l'ATS HelloWork. L'ATS HelloWork, exactement. C'est vraiment du hasard. Vraiment, tu l'as dit par hasard comme ça. Et qui, en effet, permet d'être à minima compliant, tu vois. Et ça, c'est la première partie. Et la deuxième, on a quand même aussi beaucoup parlé de discrimination, parce que la partie juridique, c'est ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Et donc, on a remis une couche sur les critères de discrimination, avec notamment un témoignage qui est très chouette très chouette. Non, il est pas chouette, mais il est pertinent, d'SOS Racisme, qui explique l'impact par rapport au nom de famille, le prénom-nom que tu vas avoir, que du coup, tu es discriminé si tu n'as pas un nom à consonance française, ce qui est terrible quand on y pense. Et donc, oui, c'est un rappel de ça, c'est un rappel du côté RGPD. Et même des trucs tout bêtes, genre les annonces, tu n'as pas le droit de faire une annonce en anglais, le fait qu'elle doit être datée, plein de petits détails qu'on oublie. Le but n'est pas de stresser les gens en leur disant attention, vous avez tout faux, mais juste ils auront la connaissance et ils pourront pas dire je sais pas. Au moins ils sont prévenus de ce qui peut se passer et je pense que demain on va durcir les sanctions en cas de non-respect. Aujourd'hui c'est soft le RGPD, personne ne finit en prison, il y a peu de gens qui payent des grosses amendes, mais demain si ça continue à évoluer, il faut que les managers, les recruteurs, les recruteuses, les RH et les DRH soient au courant des impacts et de ce qui pourrait poser problème. Ok. On arrive sur la fin. Une petite question. 2024, vous sortez le livre. 2025, vous sortez l'extension. C'est quoi la suite ? Il se passe quoi en 2026, 2027, etc. etc. Vous pouvez le dire ou vous pouvez pas le dire ? Il y aura la 3e édition déjà du Tam Tam Show ? Non ? Je sais pas. Ah, si. Forcément. Peut-être que Léo fera un petit tour de France. On sait pas. Si tu fais un tour de France du Tam Tam Show, tu viens en Bretagne, Léo Bernard. C'est quoi la Bretagne ? C'est la plus belle région du monde. Après la Savoie ou avant la Savoie ? Au même niveau ?
Au même niveau, ouais. Au même niveau. Ça manque de montagne en Bretagne. Ouais. Ouais, Là, on a la mer. on a d'autres choses qui arrivent, mais c'est du teasing. Par contre, comme tu es notre gars sûr depuis le début et que on a sorti, tu as été le podcast qui a sorti le premier qui a parlé du livre il y a 1 an. Aujourd'hui, le moment où on se parle, du coup, c'est le jour de la sortie du coup, et de l'extension et du podcast où tu en parles. Comme tu es notre gars sûr, dès qu'on fera une exclue, tu seras le premier à le savoir et tu seras le premier à en parler sur on n'a jamais fait comme ça. Voilà, j'espère en tout cas. J'espère, je compte sur vous. Évidemment. J'espère que vous. Sans nous dévoiler effectivement là où vous souhaitez aller. J'ai cherché. Ouais, De la police, monsieur. Ne saura pas. Voilà. Vous pouvez mettre en prison. Et si vous deviez réécrire Permis de recruter, mais on est en 2030, est-ce que vous changeriez le titre ou est-ce que vous garderiez le titre Permis de recruter? À 3 ans, j'allais dire à 3 ans, 10 qu'on pense. Non, ouais, pareil, je garderai direct. Vous êtes trop Ce content de titre vos titres. est parfait et Ouais. notre rêve même est que ce soit un vrai permis de recruter un jour et tu vois un monde dans lequel toute personne qui recrute, donc que ce soit du manager qui recrute une fois tous les 10 ans jusqu'à un chasseur de tête et une certification et un vrai permis de recruter. Et c'est une question peut-être plus pour Élise qui l'a vécu en cabinet de recrutement. Et oh. Merci. Enfin. Non, mais On interroge les vrais. pour aller jusqu'au bout du Vas-y. raisonnement, est-ce Ouais. que tu penses que la profession de consultant en recrutement dans un cabinet devrait être réglementée comme elle peut l'être sur avocat, expert comptable ou autre métier? Réglementer, c'est un grand mot parce que du coup, tu as carrément un ordre. Il y a l'ordre des avocats, il y a l'ordre des médecins, etc. Effectivement, comme l'a dit Léo, on touche à des données ultra sensibles, mais je vois pas pourquoi, par exemple, les gens qui sont en cabinet seraient Quand t'as le réglementés Syntec dans et pas les recruteurs en interne. Tu Tu vois. obligé d'y adhérer. Non, bah, ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Oui. Ouais, non, on est d'accord. On est d'accord. Donc je vois pas pourquoi en fait les cabinets externes seraient plus réglementés que les recruteurs en interne. Tu vois, dans ces cas-là, il faudrait que tout le monde soit au diapason. Par contre, qu'il y ait ce fameux certificat ou ce fameux permis, ou en tout cas cette autorisation de parler à quelqu'un, ça pourrait être chouette parce que et je pense que c'est du ressort normalement en fait de chaque entité, de chaque structure, parce que chaque structure, par exemple là on est chez Alan a sa propre politique de recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire que de recruter chez Alan? C'est différent que de recruter chez Doctolib. En fait tout le monde a une culture de recrutement différente et du coup c'est pour la simple et bonne raison que justement chaque manager qui rentre, par exemple aujourd'hui, demain il y a un nouveau manager qui rentre chez Alan, il devrait passer une formation design by Alan, justement sur le recrutement et avoir cette certification avant pour être de très transparent, pitcher avec quelqu'un. Quand j'étais DRH adjoint d'une division chez Lactalis, nous avions un formateur interne sur le recrutement et tant que lui n'avait pas, était formé, tant qu'il n'avait pas validé la qualité de nos entretiens, la qualité de nos briefs, la qualité de nos entretiens, la qualité de nos restitutions, officiellement, on n'avait pas le droit de recruter tout seul. Et je trouve ça génial. Et c'était exigeant, mais par contre, ça t'amenait effectivement à être carré, à être processé, à être garante des 9 fois sur 10 où tu dis non au candidat, de la qualité des réponses négatives que tu donnes. Quoi. Et effectivement, tu as une certaine garantie, je trouve, et c'est une certaine politesse aussi vis-à-vis des candidats, d'avoir une expérience candidat qui est à la hauteur de la barre qui a été mise par tout le monde. Ça m'a super aidé quand j'ai créé mon cabinet parce que je voulais pas te faire n'importe quoi en termes d'expérience candidat et c'est là où je pense encore le bas blesse en 2025. Ouais, et c'est là où tu garantis l'expérience candidat et du coup tu protèges ta réputation, tu protèges ta marque employeur et ça a des points d'attractivité sur ta boîte ou pas. Ok, bon Léo, parce que t'en as pas parlé, comment est-ce qu'on télécharge l'extension ? Quand tu es du coup sur... alors soit on mettra le lien directement dans ton description si t'es OK, les gens cliquent et en gros en fait en payant automatiquement ça arrivera par boîte mail. Je n'ai pas de commission du tout, malheureusement d'ailleurs. Aussi. Exactement, ouais, ça peut être téléchargé au format tu sais, EPUB, donc tu peux le mettre après, l'envoyer sur ta Kindle, c'est vraiment comme un e-book ou du coup sur ordinateur. Et encore une fois, du coup c'est le moment de replacer le concours, le challenge, donc pour toute personne qui parlera de ton podcast en disant c'est trop génial, c'est incroyable, un post LinkedIn, Florent est incroyable, genre tout ce qu'il fait, tout ce qui touche c'est de l'or et du coup il va devenir millionnaire parce que du coup il va écrire un livre lui aussi sur le recrutement, n'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit que tu... Ah non pardon, c'est je suis désolé, j'ai spoilé un truc. Non, c'est complètement faux, mais pour l'instant peut-être, on ne sait pas, mais donc pour toute personne qui participera, je vais écrire un livre sur la marque employeur, je vais reprendre le livre de Charlène et tu Tonton copie-colles, Karim, tu paraphrases, je vais changer, dans ChatGPT et je vais le refaire et tu l'appelles recruter sans chasser 2 comme ça Choupi devient recruteur. Voilà, tu peux faire un truc comme ça, mais donc oui, pour toute personne qui participera au jeu concours en te mentionnant et en nous mentionnant, il y a une chance de le gagner en papier, ce qui est quand même encore mieux, sauf qu'on n'avait pas la gestion logistique et l'envie de s'amuser à imprimer des milliers de livres et de les gérer depuis chez nous, et donc voilà, c'est un truc très chouette de l'avoir, la petite version collector, mais sinon c'est sur notre site, dans Blendy il y a une partie livre qui ne parle que du livre et il y a un petit lien. C'est ça. Je mettrai tous les liens effectivement, mais incroyable. Objectivement et je peux que recommander peut-être aux plus jeunes qui nous écoutent,
futurs diplômés RH ou personnes qui sont en reconversion professionnelle RH qui peuvent nous écouter, de lire ce livre très clairement qui est, j'appellerais didactique, je ne sais pas si c'est un mot de boomer peut-être, mais didactique qui permet effectivement de cranter. Et puis même si vous avez 30 ans d'expérience, vous allez apprendre des tonnes de choses. Et encore plus dans l'extension. Sur tu as lu, sur ce livre. par ailleurs. Ah, mais, alors, honnêtement, je l'ai reçu. Ça veut dire non. Non, si. J'ai lu en diagonale parce que je ne l'ai quand même pas reçu il y a 3 semaines. Donc j'ai un peu d'activité. Mais j'ai parcouru, je ne l'ai pas encore diffusé sur Internet. Non. C'est normal, tu ne peux pas le revendre sur Le Bon Coin comme tu avais fait pour la première recrutée il y a un an. On s'en souvient. J'ai pas eu beaucoup d'appels. Hein, en même temps, c'est pas très intéressant. Mais non, mais tu vois, s'il y a un truc à retenir, c'est que quand tu prends le permis de recruter version papier, que tu prends les chapitres additionnels, que tu prends les. Parce qu'il y a plein de données, enfin, on n'en a pas dit aussi, mais quand tu lis le livre, il y a plein de petits QR codes qui te ramènent aussi vers des ressources complémentaires, donc des conseils de podcast, des conseils de livres, plus l'extension. En fait, tu as une somme, mais considérable. Tu as une sorte de gros mammouth de connaissances. Et donc, achetez ce mammouth de connaissances qui est le permis de recruter version étendue. Peut-être qu'un jour, on rappellera Erol, tu vois, et ils nous imprimeront tout. Ça fera 1500 pages. Et la somme des deux, ça fait 45 €, un truc comme ça. Je sais plus quel était le tarif du livre. Du coup, 28, c'est le livre. 28. Et après, c'est 16, en effet, l'extension. Ouais, donc 44 €. C'est le meilleur investissement de votre vie. Mais ça permettra, par contre, pas forcément tout seul de passer au niveau supérieur. C'est là où, du coup, après la formation, on vient aider à passer à l'action. Et c'est aussi l'occasion d'avoir Élise en vrai, qui est quelqu'un d'incroyable. Je confirme. Il a dit ça parce que je lui ai donné un chocolat tout à l'heure. Même pas encore. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Un grand merci encore à Alan de nous avoir prêté cette salle. On est chez Alan d'ailleurs parce que j'ai interviewé le DRH d'Alan, Paul Sauveplan, que vous découvrirez dans quelques semaines aussi sur ce podcast. Merci à tout le monde, à bientôt. À bientôt, salut. Merci Florent Baye. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.